quelques travaux de recherche qui sont faits dans l'équipe que je coordonne, qui est une des équipes de l'URMIT et qui tourne autour de l'entomologie médicale. Donc j'ai choisi deux grands programmes de recherche. L'un, c'est les nouveaux outils pour identifier les arthropodes et les relations qu'ils ont avec les bactéries et les autres micro-organismes, et d'autre part, les modèles expérimentaux qui permettent de répondre à certaines questions qu'on se pose. Premièrement, c'est les nouveaux outils pour identifier les arthropodes. Donc, les arthropodes, vous savez que notamment les arthropodes vecteurs qui sont d'importance médicale, il y a les méthodes classiques pour les identifier avec des clés dichotomiques, et cette expertise-là en entomologie médicale, elle a tendance à disparaître. Elle est limitée par le nombre d'experts, elle est limitée par les documents qui sont à votre disposition pour les identifier, et globalement, si on vous met une tique ou un moustique dans les mains, il y a très peu de personnes en France qui sont capables de les identifier, notamment quand ils sortent de la région. Ces dernières années, il y a des nouveaux outils qui sont apparus, il y a 10 ans à peu près, c'est les outils moléculaires, de la PCR, vous travaillez sur des gènes des arthropodes, et là aussi vous pouvez avoir des éléments d'identification, mais vous êtes limité par les limites de la PCR que vous connaissez tous, mais également par le nombre de séquences fiables qui sont dans le GenBank. Alors qu'est-ce qu'on a fait nous ces dernières années? Le Maltitov, je ne vous fais pas l'insulte de vous en parler, tous les internes, vous connaissez ça depuis ce semestre-là. Donc le Maltitov, ça a révolutionné le champ de la microbiologie clinique, et avec une de mes étudiantes, Amina Issouf, qui est comorienne et qui est venue ici faire sa thèse, on a dit est-ce qu'on peut pas utiliser le Maltitov pour identifier les arthropodes. Alors on a commencé comme ça, on a commencé avec les tiques, qui sont un peu les bestioles favorites qu'on a au laboratoire, et on s'est dit tiens, on va prendre les pattes des tiques, et on va voir si on peut avoir des spectres reproductibles et utiliser ça pour les identifier. Donc d'abord, alors pourquoi on a pris les pattes? Tout simplement, c'était pour garder le reste du matériel pour faire autre chose, pour faire de l'isolement de bactéries, pour confirmer nos identifications. Et on s'est aperçu qu'en prenant les spectres de ces pattes, eh bien, on avait une reproductibilité j'ai pas de pointeur, mais d'une tique à l'autre en utilisant, alors vous avez des logiciels qui font ça bien sûr, mais enfin à l'œil nu on voit déjà que d'une espèce, au sein d'une même espèce, on a une reproductibilité des spectres. Qu'on a des spectres différents d'une tique à l'autre, par exemple à gauche Ixodes ricinus que vous connaissez comme le vecteur de la maladie de Lyme, à droite Amblyomma variegatum qui est le vecteur de la fièvre attique africaine par exemple. Vous voyez que d'une espèce à l'autre on a des spectres qui sont reproductibles et qui sont différents d'une tique à l'autre. Alors vous avez des logiciels qui vous permettent de confirmer ce que vous voyez à l'œil nu, vous savez bien ça en bactériologie, et ensuite vous pouvez faire des blind tests pour vérifier ce que vous avez dit. Donc la première étape, vous avez les arthropodes, vous constituez une database des spectres, donc là on avait constitué une database de 8 espèces de tiques, et ensuite on a regardé est-ce que les spectres sont différents et est-ce qu'on peut identifier. En même temps on a fait une database complète d'arthropodes, où on a mis des blattes, des moustiques, et puis on regarde. Et on fait des tests à l'aveugle, on regarde si ça marche, et en fait, on a de très très bons scores quand on blind test, c'est-à-dire vous prenez ensuite des tiques dans la nature, vous vérifiez l'identification, vous faites le spectre, vous regardez si ça marche, et ça marche. Donc on a pu, ça c'était un des premiers outils qu'on a mis en évidence, on a pu, à partir des pattes des tiques, pour peu que votre database soit précise et qu'elle soit la plus large possible, maintenant on a un nouvel outil d'identification. Par exemple ça, c'est une tique complètement écrabouillée, en plus un stade immature. Personne ne peut identifier ça, personne. On la passe au Maltitov, ça nous répond Ixodes ricinus, et ensuite on a fait de la biologie moléculaire pour vérifier si c'était bien ça, c'était ça. Donc c'est un outil qui fonctionne, qui marche bien, et qui maintenant est en routine au laboratoire, c'est-à-dire que ce qu'on a mis au point avec mon étudiante en thèse, on l'a basculé maintenant en routine avec les techniciens. C'est-à-dire que maintenant les techniciens, vous savez qu'au laboratoire on reçoit pas mal de tiques, et les cliniciens nous disent, ou les patients, est-ce que la tique, de quelle espèce il s'agit, et est-ce que la tique est infectée, et maintenant en 3 minutes, on peut répondre, oui, c'est telle espèce de tique. Je reviendrai après pour savoir est-ce qu'elle est infectée ou pas. Donc ça c'était le premier grand travail qu'on a fait avec Amina. L'étape d'après, pour rester sur les tiques, c'était ok, on peut l'identifier avec le Maltitov. Est-ce qu'on peut savoir si ces tiques sont infectées par un micro-organisme? Je vais assez passer vite sur ces diapositives, mais c'est essentiellement pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Donc on a étudié le spectre de tiques, on a étudié le spectre de la même espèce de tiques, mais on sait que ces tiques-là sont infectées par des rickettsia, on les a au laboratoire, et enfin on a fait le spectre des rickettsia avec un système de soustraction pour voir est-ce qu'il y a des choses spécifiques ou pas. On a tout d'abord remarqué qu'il y avait les 2 premiers spectres que vous voyez en haut. Ici vous avez le spectre de Rickettsia cronori,
Ici, le spectre de tiques infectés par Rickettsia conuri, et ici, le spectre de cette même espèce de tique non infectée. À l'œil nu, on voit que c'est différent. On a ensuite analysé de façon plus précisément les masses correspondantes à ces pics et à ces différents spectres, et on s'est aperçu qu'il y avait dans la différence tiques infectés, tiques non infectés, des pics et des masses qui correspondaient spécifiquement aux pics et aux masses des Rickettsi. Donc on s'est dit, ok, la soustraction, finalement on repère des choses qui sont assez spécifiques. Je vais assez vite là-dessus. Simplement ensuite on fait un blind test. Vous prenez des tiques, infectés, non infectés, plusieurs espèces, à l'aveugle, et on s'est aperçu qu'une tique, bien sûr, un Rhipicéphalus non infecté va matcher avec les autres Rhipicéphalus, mais un Rhipicéphalus infecté va matcher avec les Rhipicéphalus infectés de votre database. Donc là aussi, en plus d'un outil d'identification, on est capable de dire la tique est infectée ou ne l'est pas par une Rickettsia. La limite de ça, c'est bien entendu la richesse de la database, mais en tout cas, ça marche. Alors en plus, après on s'est un petit peu amusé, on avait les pattes, ça fonctionnait. On a essayé avec l'hémolymphe. Vous voyez, l'hémolymphe, c'est ce qu'on peut appeler, ou traduire par le sang de la tique. Cette petite goutte, là, vous coupez une patte. Et les techniques classiques pour savoir si c'était infecté ou pas par la Rickettsia, vous pouvez faire la PCR, vous pouvez faire ce que vous voulez, ou la culture, vous pouvez faire Gimenez, une coloration que vous connaissez tous, et ça vous dit oui, il y a des Rickettsia ou il n'y a pas de Rickettsia. Et là on s'est dit, tiens, est-ce qu'avec la goutte d'hémolymphe, on arrive à identifier la tique et on arrive à savoir si la tique est infectée ou pas? Là aussi, on a fait ça, les spectres, je passe assez vite parce que je vais vous montrer beaucoup de choses, mais là aussi, non seulement on arrive à discriminer infecté et non infecté, non seulement on retrouve des pics de masse spécifiques Rickettsia parmi les hémolymphes de Rhipicéphalus sanguineus qui sont infectés par conneries, et quand on fait un blind test, ça fonctionne. Voilà. Vous n'avez pas le temps de voir tout ça, donc croyez-moi sur parole, et les diapos resteront en ligne si vous voulez vérifier. Donc après les tiques, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les moustiques. Bon, tiques et moustiques, pourquoi? Vous savez, c'est les deux vecteurs les plus impliqués, les plus importants en pathologie humaine. Et on a regardé, avec la même technique, on s'est dit, on va prendre les pattes des moustiques, et on va voir si ça marche. Ça a l'air facile de dire, ok, on fait une database et tout ça, c'est très compliqué, bien sûr, il faut d'abord avoir la bonne database, il faut des mises au point sur la cuisine du Malditov, il faut voir, il y a des variables d'ajustement, est-ce que les moustiques sont frais en alcool, morts, congelés, tout ça c'est de la mise au point qu'a réussi à faire Amina. Et on a vu que, là par exemple, vous avez Anopheles gambier, le vecteur du paludisme, les spectres en Malditov obtenus à partir de ces pattes étaient reproductibles d'un spécimen à l'autre. Donc c'était une bonne piste, comme pour les tiques. Ensuite, on a créé une database avec une vingtaine d'espèces de tiques qui venaient essentiellement du Sénégal, où on a une équipe de recherche, de Burmite, et à La Réunion, où on a un ancien collaborateur, toujours collaborateur d'ailleurs, Frédéric Pagès, qui nous a envoyé des moustiques de La Réunion. On a fait notre database, on a vu que les spectres des moustiques étaient différents d'une espèce à l'autre, reproductibles au sein d'une espèce. On a fait des blind tests, et ça fonctionne avec la création d'une database. En général, quand vous avez une erreur, c'est que le moustique n'est pas dans la database, et si vous enrichissez votre database, et bien après ça marche. Amina a fait son deuxième papier là-dessus, et après il y a une équipe suédoise qui nous a contactés. Ils nous ont dit, attendez, c'est bien, mais on n'est pas sûr de vous croire, est-ce que vous acceptez qu'on vienne avec nos moustiques suédois? Ok, on a dit, bah, on va jouer le jeu, venez avec vos moustiques suédois, et on fait à l'aveugle. Donc c'était sympa, ça s'est mis un peu la pression. Les gars sont venus avec leurs moustiques suédois, ils nous ont pas dit ce que c'était. Amina a fait ses différents spectres, a fait son blind test. En même temps, on a mis les moustiques de la région et du sud de la France, et ça marche. Alors en bactériologie, vous êtes habitué à avoir des cut-offs dans le score du Malditov. C'est un peu plus varié avec les moustiques, mais on s'aperçoit que quand on dépasse un 8, en général, on est bon. Voilà, donc ça marche avec les moustiques. Lionel Almeras est en train, avec un de nos étudiants, a mis en place ce système-là, et ça fonctionne avec les larves de moustiques. Alors pourquoi c'est intéressant d'identifier les arthropodes? Vous savez, hein, c'est que parfois vous avez des spécimens qui sont retirés de patients, mais après quand on veut lutter contre les maladies vectorielles, vous avez des enquêtes entomologiques où il faut savoir si un vecteur est présent quelque part ou pas. Et les larves de moustiques, ça fait partie des enquêtes entomologiques qui se font dans le monde entier pour surveiller les vecteurs du paludisme ou de la dengue par exemple. Donc ça marche avec les larves. Je passe là-dessus. Ensuite, ce qu'on a fait, Lionel et moi, avec un de nos étudiants en Master 2 du Mali, Sirama, on a essayé de voir et d'appliquer cette méthode pour identifier le repas sanguin des moustiques.
Vous avez vu, je prends les pattes pour savoir de quelle espèce il s'agit, et ensuite on s'est dit, tiens, on va prendre l'abdomen, qui contient du sang, on va faire des modèles expérimentaux, on a pris du sang de cheval, du sang humain, du sang de lapin, on fait le spectre du sang, je simplifie, mais le spectre du sang tout seul, le spectre du sang plus moustique, on fait des soustractions, ensuite on fait des tests à l'aveugle, et là aussi ça marche bien, c'est reproductible, et quand on a blind testé avec la limite de 400, on y arrive. Sirama est en train de l'appliquer à des moustiques collectés dans la nature au Sénégal, et ça fonctionne également bien. Donc voilà ce qu'on fait maintenant quand nous on a un arthropode qu'on étudie, on peut faire la PCR avec le reste du corps, on utilise le sang pour le repas sanguin et ensuite on l'identifie avec les pattes. Donc dans ce domaine-là, on a pas mal de perspectives. Il y a peut-être une diapo puce qui a sauté, mais on a également travaillé sur les puces. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Là on était content, on a fait 3-4 coups d'affilée, les puces, on a pris les pattes, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tête, thorax, on enlève juste l'abdomen et là ça fonctionne pas mal, c'est très préliminaire, mais ça fonctionne. Alors du coup, après ces premiers travaux préliminaires, on a d'autres pistes. On va faire les triatomes, on va faire les phlébotomes qui sont les vecteurs de leishmaniose, et puis on va faire des modèles expérimentaux et les appliquer au terrain pour étudier moustiques et malaria. Est-ce qu'avec le Malditoff, et en étudiant les pattes, on est capable non seulement d'identifier l'espèce de moustique, mais aussi de savoir s'ils sont porteurs du parasite du paludisme. Même chose pour la leishmania. Et puis avec Bernard Davous, on a un petit projet pour les moustiques, la dirophilaria, qui est un problème très anecdotique chez l'homme et qui est un vrai problème de santé publique en Méditerranée, notamment en Corse et en Algérie. Deuxième grand thème que j'ai choisi de vous montrer de ce qu'on fait dans notre équipe, c'est les modèles expérimentaux. Modèles expérimentaux avec les arthropodes, ça on peut le faire grâce à une plateforme technique. Pour les internes du labo, si vous n'êtes pas allé la voir, allez la voir parce qu'au moins vous aurez vu des bestioles. C'est ce que j'ai monté ça il y a quelques années, et puis maintenant c'est Jean-Michel Béranger qui est un entomologiste qui l'a pris en charge et nettement développé. Donc on a maintenant beaucoup d'arthropodes, on a des colonies d'arthropodes qu'on maintient, divers et variés, et qui nous permettent de répondre à certaines questions. Je vous ai cité 2 exemples. Première concerne Rickettsia felis, qui est un pathogène émergent de Rickettsia, que vous connaissez un petit peu les Rickettsia, et ça fait à peu près 20 ans que cette Rickettsia a été décrite. Il y a une centaine de cas qui ont été décrits, un peu moins de 100, qui ont été décrits à travers le monde, et parallèlement à l'augmentation du nombre de cas décrits, il y a eu une augmentation de la détection de Rickettsia felis dans les arthropodes, principalement les puces, et c'est finalement la puce de chat pour l'instant qui était le vecteur reconnu de Rickettsia felis. Sur le plan clinique, il y a eu quelques cas. Au Sénégal, on avait pu décrire une fièvre éruptive un peu particulière qui avait été appelée YAF, avec l'aspect vésiculeux de cette éruption. Enfin, on en était là. Un autre élément important, c'est que en Afrique, Rickettsia felis a été détecté dans des moustiques, pas que dans des puces. Et il a commencé à voir la question, est-ce que les moustiques peuvent transmettre Rickettsia felis? Ça a été encore amplifié quand Christina et Oleg ont publié ce gros travail qu'on a fait sur les fièvres d'origine indéterminée en Afrique subsaharienne, où on a montré que Rickettsia felis pouvait être responsable jusqu'à 15% des fièvres d'origine indéterminée. En tout cas, que son ADN était détecté jusqu'à 15% des patients testés, notamment au Sénégal. Des équipes qui n'ont rien à voir avec nous avaient trouvé 6 à 7% au Kenya. Donc ces datas étaient robustes. Mais ce qui était frappant, c'est que la prévalence l'importance de Rickettsia felis dans les fièvres d'origine indéterminée était d'autant plus grande qu'on était en zone impaludée, pour faire simple. Donc où il y avait un vecteur, et ça matchait avec, tiens, on l'a détecté dans les moustiques. Donc on a eu cette question, est-ce que les moustiques, notamment le moustique du paludisme, Anopheles gambier, peut transmettre Rickettsia felis? Donc on a fait ça, c'est un de mes autres étudiants en thèse, Constantin Diem, qui lui est du Sénégal, qui est venu et qui d'une part a monté l'élevage du moustique au laboratoire. Donc actuellement on a un élevage d'Anopheles gambier, on a un élevage d'Aedes albopictus qui est le vecteur du chikungunya. Donc il a mis en place l'élevage, qui était le premier challenge, on ne savait pas faire, maintenant on sait. Et on a fait un modèle expérimental qui est une des premières étapes pour démontrer qu'un arthropode est un vecteur, c'est-à-dire on a pris les moustiques, au lieu de les nourrir sur des membranes avec du sang, du sang non infecté, on les a infectés avec du sang dans lequel on a mis Rickettsia felis. On a également fait piquer les moustiques directement en les faisant se nourrir sur du milieu
de culture de Rickettsia. Donc on leur fait manger de la Rickettsia felis, et on a regardé ce qui se passait derrière, en regardant est-ce qu'ils d'abord ils ingurgitaient bien sûr Rickettsia felis, est-ce qu'ils l'éliminaient dans les fesses, est-ce qu'ils survivaient, est-ce qu'ils l'éliminaient dans la salive, et où est-ce qu'il était dans le moustique. Donc on a fait plusieurs manips. La détection de Rickettsia felis était faite avec 2 gènes, enfin, tout ça vous le savez pour vérifier qu'on ne dise pas de bêtises. Et donc on a également fait un modèle expérimental où on a pris une souris, on lui a injecté Rickettsia felis, on a fait manger les moustiques dessus, et ensuite on a fait piquer ces moustiques sur une autre souris, saine, et on a regardé si Rickettsia felis était transmis. Les résultats, c'était que oui, les moustiques Anopheles gambiae pouvaient acquérir les Rickettsia felis, et que là où il y en avait le plus, c'était à J15. Ça laisse suggérer que non seulement il la récupère, mais en plus que Rickettsia felis se multiplie une fois que c'est acquis. Deuxièmement, il l'élimine dans les fesses pour des moustiques. Bon, on ne sait pas si c'est intéressant. Et d'autre part, on a pu identifier Rickettsia felis par immunofluorescence dans différents organes, notamment les ovaires et les glandes salivaires. Ça suggère quoi? 2 choses. Qu'il y a transmission transovarienne, de génération en génération. On ne l'a pas montré dans le modèle expérimental, mais dans la nature, il y a des mâles moustiques qui ont été trouvés infectés. Et les mâles, vous savez, ne se nourrissent que de jus sucré dans les fleurs, dans la nature. Ils ne prennent pas de repas de sang. Donc ça veut dire que sans doute la transmission transovarienne existe. Mais vu qu'on l'a trouvé dans les glandes salivaires, c'est un élément de plus qui nous dit que ça peut être transmis. Notre modèle souris a montré que quand le moustique a mangé sur une souris infectée et qu'elle piquait une souris saine, on détectait Rickettsia felis dans la souris saine quelques jours plus tard. Donc il y a transmission. Et enfin, le dernier élément, vous savez, les moustiques, entre les repas sanguins, on les faisait piquer sur du coton, des petits bouts de coton, ce qui permet de recueillir leur salive. Et ensuite, quand on a fait la PCR sur le coton, on a trouvé Rickettsia felis. Donc tout ça, ça veut dire qu'on a des arguments forts pour dire qu'Anopheles gambiae est un vecteur potentiel de Rickettsia felis qui corrobore avec les observations épidémiologiques. C'est pas aussi simple parce que ça s'appelle la compétence vectorielle. Après, il y a la capacité vectorielle qui dépend de tas d'autres choses, du climat, des hôtes. Donc voilà, mais c'est un élément fort qui corrobore ce qu'on a fait. Dernier petit truc que je vous montre, c'est sur Bartonella cantana et la fièvre des tranchées. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec Hamza, qui est un étudiant vétérinaire algérien en thèse. Et la question est venue, vous savez que Bartonella cantana, son vecteur classique, c'est le pouls de corps. C'est l'agent de la fièvre des tranchées. Et puis, il y a eu une détection de cette bactérie dans des punaises qui nous avaient été envoyées du Rwanda. Et il ne suffit pas de détecter une bactérie dans un arthropode pour dire bien entendu que l'arthropode est vecteur. Donc pour répondre à la question, donc de cette épidémiologie moléculaire, on dit tiens, on a trouvé Bartonella cantana dans les punaises, est-ce que Bartonella cantana peut être transmis par les punaises? On a fait un modèle expérimental, donc Hamza a monté ça. Pour monter ça, il a fallu faire un élevage de punaises. On ne savait pas faire, maintenant on sait faire, donc un élevage artificiel. Les punaises prennent le repas sanguin sur des membranes. Je fais une parenthèse, les punaises de lit, les bedbugs, c'est un gros problème de nuisance, puisque dans les vieux appartements, dans les trains, dans le TGV notamment, ou dans le monde tropical, ça vous pique et ça vous pique la nuit. Mais jusqu'à présent, leur rôle de vecteur n'est pas vraiment démontré. Donc Hamza, d'une part, est allé collecter sur le terrain des punaises dans des appartements un peu insalubres. Il a monté son élevage et ça fonctionne. Donc maintenant, on a un élevage de punaises au laboratoire, ce qui lui a permis de faire un modèle expérimental. Au lieu de nourrir ces punaises sur du sang non infecté, eh bien, il les a nourries sur du sang infecté par Bartonella cantana, et puis il a regardé ce qui se passait, bien sûr, en termes de survie et en termes de présence de la bactérie chez les punaises. Je passe assez vite, hein. Il a testé les fesses, il a testé les œufs, il a testé la punaise elle-même, mais globalement, je vais directement aux conclusions. On retrouvait Bartonella cantana vivant, puisqu'il poussait en culture dans les fesses. On le retrouvait dans l'organisme ici avec des photos d'immunohistochimie dans le tube digestif, et on le retrouvait en transmission transovarienne. Donc là, on a également une évidence que Bartonella cantana peut être transmis par les punaises. Tout ça remet en question, on nous a tous appris tel vecteur pour telle bactérie. Alors c'est vrai parce que bien sûr il y a des paramètres intrinsèques au vecteur, mais c'est pas si simple. Parfois, pour peu qu'un vecteur soit en contact avec une bactérie, ça peut fonctionner. Voilà,
termine. Vous voyez avec cet aperçu, avec quatre étudiants en thèse, Algérie, Mali, Comores et du Sénégal, on a un peu avancé. Oui, mais ça manque un peu de nouveauté. C'est dire ça, hein? Oui, non, ça manque un peu de nouveauté, c'est-à-dire que tu n'as pas encore découvert, tu es un des rares dans ton domaine à ne pas avoir découvert une espèce nouvelle. Et ça manque, ouais. Une espèce de vecteur. Faut que j'aille me promener. Et d'autre part, il serait très important que tu regardes dans les punaises si elles ne sont pas capables de vectoriser la peste. Tu vois, parce qu'on n'a pas regardé quand même cette bête bourrée de punaises aussi. Tu vois, si ça marche avec Quintana, ça doit marcher avec la... Après, le pouls, la punaise, ça ressemble beaucoup. Après, il faut peut-être regarder le Kedia Prowazaki aussi, tu vois. Et je pense que si tu veux étudier son rôle comme diffuseur de pandémie, si tu veux, c'est probablement quelque chose qui n'est pas négligeable. On a retrouvé, il faut que tu lises ça, Philippe l'a déjà piqué sur mon bureau, mais on a retrouvé l'analyse de Balthazar, qu'on peut trouver en ligne, parce que sa famille a mis pratiquement tous les articles de Balthazar. Donc nous, ce qu'on redécouvre, il y a eu une grosse bataille dans les années 50 où il a essayé de convaincre, ou 40, il a essayé de convaincre que le pouls était un des vecteurs majeurs de la peste, si tu veux. Et il fait une réanalyse extrêmement fascinante, et en particulier, il analyse, il dit la seule fois où l'épidémie de peste a été parfaitement décrite, c'est par un auteur allemand au XVIIe siècle, et il décrit que l'épidémie de peste est survenue juste après une épidémie de typhus. Donc il dit c'est la cinétique typhus-peste, en réalité ça montre qu'en réalité c'était un truc comme nous on a retrouvé des associations peste et Bartonella Quintana dans les épidémies. Donc, mais l'ensemble des données ont été, moi j'en connaissais un papier, puis j'ai sorti tous les papiers de Balthazar, j'ai regardé, il y en a 5, au moins 4 ou 5 de papiers de Balthazar sur le truc, c'était extrêmement clair, parce que plus personne n'a travaillé dessus pendant 50 ans, 60 ans. Enfin, c'est très clair. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de regarder la punaise, puisque personne n'a regardé, si tu veux. Et pour le typhus, et pour la peste. Si ça marche pour Quintana, si tu veux. Je pense qu'on est en train effectivement de sortir, si tu veux, de tous les modèles, parasitologie, de la stricte adéquation. Il a la même hypothèse, de manière. Enfin, la première conférence que j'ai vue de ma fille, c'est de Balthazar qu'il a faite 6 mois avant sa mort. Donc, tu vois, c'est assez intéressant. Moi, je ne sais pas encore étudiant, mais il a la même hypothèse que nous, exactement, sur Borrelia, par exemple, où il dit que les borrélioses récurrentes à poux, en réalité, c'est des borrélioses récurrentes attiques sur lesquelles il y a des gens qui bouffent, les poux qui bouffent. Et ce qu'on trouve en réalité, ça tombe en plein milieu du Tony, quoi. C'est pas vrai, c'est pas une espèce différente. Donc c'est très. Enfin, il y a 2 modèles à avoir, et puis quand même, j'espère que l'année prochaine, je pourrai mettre, je le dirai, parce que tu m'y as fait penser, je dirais, on n'a pas encore d'arthropodes, parce que les outils n'étaient pas prêts. Maintenant que le Malditov, on espère que vous avez trouvé des spectres inattendus, que vous avez trouvé une nouvelle espèce. C'est un peu gênant. Hein? Côté des autres compétiteurs, je trouve que. Ouais. Hein? Ouais, c'est clair. Tu es d'accord? Ouais. Allez, Mathieu.